Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le cadre de ce premier cours à distance d'histoire consacré aux campagnes dans l'Occident médiéval. Donc je salue tous les élèves de 5e, 5e 1, 5e 2 et les parents qui seraient également en train de visionner le diaporama. Donc nous entamons la séquence 5, nous abandonnons le bassin méditerranéen qui a été un peu le fil conducteur de notre étude depuis le début de l'année. Et là, nous allons centrer notre étude sur les campagnes dans l'Occident médiéval, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest. Et on va centrer notre étude sur le Royaume de France pour l'essentiel. Et qui dit médiéval dit Moyen-Âge, donc on va centrer notre étude aux alentours du XIIIe siècle, c'est-à-dire les années 1200. Le programme du jour sera la découverte d'un document d'autant plus magnifique qu'il est exceptionnel, exceptionnel de rareté et exceptionnel de précision. C'est un véritable petit miracle historique, je vous en dirai plus dans quelques instants. Nous allons donc découvrir une petite seigneurie rurale de l'Occident médiéval, celle de Vim. Alors, vous le voyez, ça s'écrit Visme, mais le S du milieu ne se prononce pas, la petite seigneurie rurale de Vim. Et à travers la petite seigneurie rurale de Vim, nous allons nous demander ce que nous pouvons apprendre, grâce aux documents exceptionnels que vous allez découvrir, sur les paysages et les éléments constitutifs d'une petite seigneurie rurale au Moyen-Âge. Il n'y a pas qu'en géographie que nous avons besoin de situer dans l'espace, vous le savez, en histoire également. Donc il faut commencer par nous demander où se situait la petite seigneurie rurale de Vim. Et comme vous pouvez le voir sur la diapo, aujourd'hui c'est en France, c'est dans le département du Pas-de-Calais, dans la région dite Hauts-de-France, l'ancien Nord-Pas-de-Calais français. Donc on n'est pas très loin de la frontière belge, on n'est pas très loin non plus du littoral de la Manche et donc du Royaume-Uni. Et au Moyen-Âge, on était vers le XIIIe siècle, on était dans le Royaume de France, mais pratiquement à la frontière du Royaume de France, et on était en lisière de cette région que l'on découvrira dans une prochaine séquence, et qu'on appelle la Flandre. Comme vous pouvez le voir, le village de Vim existe toujours, puisque je vous ai fait une capture d'écran de Google Earth, et vous allez vous rendre compte assez vite que le village d'aujourd'hui, en 2020, a un petit air de famille avec le village des années 1200 quelque chose. Quelques mots sur ce petit miracle de document dont je vous ai parlé en début de séquence et de séance. Il s'agit, vous avez sous les yeux, il s'agit d'un cartulaire. Alors un cartulaire, c'est un parchemin qui en général ne contient que du texte. Or, le paradoxe de ce document que vous avez sous les yeux, le cartulaire de Vim, c'est que le texte, pour le coup, on ne le voit pratiquement pas. Il a presque été effacé par le temps, parce que l'encre a du mal à demeurer sur le parchemin. Donc en fait, on aperçoit les écritures en haut à gauche du parchemin ou tout en bas sur deux lignes. Alors un cartulaire au Moyen-Âge, c'est un acte notarié, c'est-à-dire un acte rédigé par un notaire. D'abord parce que le notaire, à différence de beaucoup de gens, lui, il sait lire et écrire. C'est mieux quand on veut rédiger un texte. Et un notaire est un homme de loi, c'est-à-dire que ce texte a valeur de loi, valeur de contrat. Parce que le cartulaire, en général, reprend toute la liste des droits que doivent payer les paysans
à leur seigneur. Par le mot droit, il faut comprendre les taxes et les impôts. C'est la mémoire des taxes et des impôts que les paysans doivent payer à leur seigneur. Or, il se trouve que dans le cas du cartulaire de Vimy, eh bien, le notaire, qui était peut-être un artiste, qui avait un bon coup de crayon, a eu l'idée de représenter le territoire de la seigneurie de Vimy tel qu'il le connaissait, et il l'a représenté en plus, ce qui est relativement rare, ce qui est très rare à l'époque, en perspective cavalière, c'est-à-dire que bon, on n'a pas tout à fait de la 3D, il ne faut pas exagérer, mais on a de la 2D, et on aperçoit l'église, par exemple, on aperçoit le château fort du seigneur, et on aperçoit les champs, le tracé des champs, des parcelles cultivées, et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est comme si un homme du Moyen-Âge avait fait une photo satellite, pour ainsi dire, une photo aérienne du territoire de Vimy. Donc vous vous rendez compte un peu de la chance que l'on a. Ça nous permet de mieux comprendre à quoi pouvait ressembler une toute petite seigneurie rurale de l'époque. Alors, si l'on compare le cartulaire à gauche et une photo satellite d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez que les chemins de terre du Moyen-Âge sont à peu près les mêmes que les routes goudronnées d'aujourd'hui. Et que le village et les champs sont à peu près à la même place. Bon, il ne faudrait pas en conclure que la seigneurie de Vimy n'a pas évolué au cours du temps et que on a enfermé le village derrière une vitre. Évidemment qu'il y a eu des changements. Le changement le plus notable, par exemple, c'est la disparition du château fort. Si vous allez visiter Vimy aujourd'hui, eh bien, c'est pas la peine de chercher le château fort parce que, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore totalement, il a disparu, il a été rasé. On aperçoit encore les fondations, mais c'est tout. Mais l'église est en place, le village est en place et la structure des routes également. Vous avez une image de l'église de Vimy et de son cimetière. Alors l'église, elle, a été préservée et c'est l'occasion pour moi de vous dire que au Moyen-Âge, les bâtiments en pierre sont rares. Donc ce sont les bâtiments les plus importants de la communauté villageoise. Donc l'église, la maison de Dieu bien sûr, mais également l'autre grand bâtiment en pierre, le château fort. Comme vous pouvez le voir, les morts côtoient les vivants, puisque le cimetière est tout autour de l'église, et que quand le dimanche les villageois se rendaient à la messe, eh bien ils passaient par le cimetière, ce qui était une manière de leur rappeler que l'existence sur terre n'est qu'une parenthèse, avant de gagner soit le paradis, soit pour les plus malchanceux, l'enfer. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur les différentes problématiques du château fort, du seigneur, de ses relations de domination avec les paysans. Aujourd'hui c'est juste une espèce de grande introduction, comme d'habitude, en début de séquence. Mais je vous ai fait un petit zoom sur le cartulaire de Vimy, et donc on a un gros plan sur le château. Donc vous voyez que c'est un bâtiment imposant. On devine que peut-être que dans les premiers temps il a été en bois. Dans ce cas-là on parle de motte féodale, mais qu'il est devenu un bâtiment en pierre. Donc on voit tout de suite l'aspect militaire, l'aspect défensif du château. Mais comme vous le laisse entendre le petit commentaire sous la photographie, c'est aussi la résidence du Seigneur en temps de paix. Et vous vous en rendrez compte plus tard, c'est aussi une exploitation agricole, une grande ferme, puisque les champs cultivés autour eh bien, appartiennent à cette ferme qui est le château fort. Sur la droite,
vous apercevez ce qu'on appelle les armes du seigneur de Vim. Alors les armes, entendez par là le blason, ce qu'on appelle aussi en termes savants l'héraldisme, c'est-à-dire la signature du seigneur. Sur un champ de bataille, on devait pouvoir identifier les chevaliers les uns par rapport aux autres. Alors c'était pas facile, puisqu'ils avaient tous des cottes de mailles, ils ressemblaient tous à des boîtes de conserve avec leur casque ou leur aume. Donc ce qui permettait de différencier les différents seigneurs, c'était justement leurs armes ou leurs blasons. Et donc on a retrouvé le blason des seigneurs de Vim, d'argent à la croix d'azur. Donc ça veut dire que le blason qui a une forme de bouclier est de couleur gris argenté, avec une croix d'azur qui rappelle que le Seigneur est chrétien, hein, on est dans un monde profondément christianisé, donc c'est la croix du Christ. À l'écusson du champ chargé d'un chevron de gueule, alors gueule c'est pas un gros mot, hein, en héraldique, le gueule ça désigne la couleur rouge, donc vous avez ce chevron, cette sorte de V inversé, qu'on retrouve aussi sur les capots des voitures Citroën. Hein. Citroën, on dit bien que c'est la marque au chevron. Donc un chevron de gueule, accompagné de 3 merlettes de sable. Bon, c'est des sortes de canards. Hein. Vous avez les volatiles qui sont disposés, les 3 canards qui sont disposés tout autour du chevron. Brochant sur le tout, c'est-à-dire qu'il ressort, on a une sorte de blason en 2D, il ressort en profondeur sur l'ensemble. Voilà, donc ça, ce sont les armes du seigneur de Vim que je viens de vous présenter. Alors jeunes gens, il est temps maintenant de passer au moment que vous préférez tous, hein, que ça soit en classe ou à distance depuis chez vous, le moment de l'exercice. Alors là, je vous ai gâté pour une première séance à distance. Donc j'ai remis le cartulaire de Vim, dont nous venons un peu de parler. J'ai rajouté des cases vierges, j'ai rajouté une légende que j'ai fabriquée à votre intention. Donc vous devinez, vous avez l'habitude maintenant, dans un premier temps, je vais vous demander d'identifier les 12 éléments de légende et de replacer les numéros dans les cases. Prenez votre temps, observez bien, lisez bien. Vous voyez, c'est le bon côté des choses, on est moins bousculé qu'en classe, j'ai moins l'œil sur la montre. Prenez tout le temps qu'il vous faut, mettez le diapo en pause et allez-y. Voilà, si vous avez cliqué sur cette diapo, c'est que vous devez avoir fini la première partie de l'exercice. Donc voici le corrigé officiel, en espérant ne pas m'être trompé. Bon, l'église, c'est le bâtiment central autour duquel se construit le village. Dans tous les villages de France et tous les villages en fait d'Europe sont bâtis sur le même modèle. Cherchez l'église, vous trouverez le village autour. Alors, les gens qui habitent Châtillon vont me dire que c'est l'exception qui confirme la règle, parce que à Châtillon, il n'y a pas d'église. Alors si, vous le savez sûrement mieux que moi si vous êtes des habitants du village, il y a une église, donc le village s'est construit tout autour, mais l'église a brûlé et n'a jamais été reconstruite. Voilà. Donc en apparence, mon raisonnement est faux, mais en réalité, si, il y avait une église. Alors, après, vous avez le village qui se construit tout autour, sauf que le village n'est pas forcément d'un seul bloc, d'un seul tenant. C'est-à-dire que vous allez avoir des sortes de sous-villages, de mini-villages, des regroupements de maisons qui seront à l'écart du bourg central. C'est ce qu'on appelle les hameaux. Alors des hameaux, vous en avez 4 ou 5 sur le cartulaire. Je ne vous en ai mis qu'un, celui que j'ai numéroté 9, mais j'aurais pu en mettre 3 ou 4 autres hein, facilement. Voilà. Et les hameaux sont reliés au village et à l'église principale par des chemins de terre. Alors évidemment, hein, à l'époque, c'est pas la peine de chercher du goudron, du bitume, ce sont des chemins de terre. Donc, mais on se déplace assez peu au Moyen-Âge. Hein. Les paysans, ils travaillent dans leurs champs à longueur de journée. On se déplace assez peu. Il n'y a guère que les marchands qui se déplacent régulièrement. Donc, c'est pas très facile de se déplacer.
Parce que s'il a beaucoup plu, par exemple, et que les chemins sont détrempés, eh bien les chariots s'enfoncent dans les ornières, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nids de poules, c'est-à-dire les trous qu'il peut y avoir dans la route. Voilà, donc à l'époque, les déplacements, c'est tout un problème. Vous, aujourd'hui, vous en rendez pas compte. Vous prenez le bus, vous faites 10-20 km en un clin d'œil, pratiquement, hein, parce que c'est très facile aujourd'hui de se déplacer. Enfin, quand il n'y a pas de coronavirus. Mais au Moyen-Âge, les déplacements sont compliqués et prennent beaucoup de temps. Ça explique aussi pourquoi, pour les gens qui habitent dans les hameaux les plus lointains, et pour qui se rendre à la messe du dimanche peut être parfois compliqué, vous avez aussi des chapelles. C'est le numéro 12, vous avez des chapelles dans lesquelles le curé va éventuellement se déplacer pour pouvoir faire la messe localement pour les habitants du hameau. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre d'important? Ah, le château fort, bien sûr. Le château fort dont la masse puissante s'impose à tous et qui fait face à l'église du village. Et vous avez les deux grandes puissances locales, la puissance de Dieu, la puissance religieuse, la puissance spirituelle. Et puis vous avez donc la puissance du chevalier, la puissance politique, la puissance laïque. Celle du château fort. Et puis sinon, à perte de vue, des champs cultivés qui laissent la place au bois, c'est-à-dire à la forêt si vous préférez. Alors, la deuxième partie de l'exercice va vous demander d'identifier parmi les 12 éléments de la légende ceux qui montrent au premier coup d'œil la domination exercée par l'Église chrétienne, il faut les colorier en jaune. En rouge, les éléments qui montrent la domination exercée par le Seigneur, et puis vous laisserez en blanc les autres. Voici donc la deuxième étape du corrigé. Alors, les trois éléments religieux qui montre la domination de l'Église chrétienne sur les campagnes, donc c'est évidemment l'Église, lieu de rassemblement obligatoire le dimanche pour la messe, mais lieu également consacré à tous les grands moments de la vie chrétienne, les baptêmes, les mariages, les enterrements, sans oublier la messe du dimanche. Mais également les calvaires. Alors on en a un peu partout, nous dans notre région, il y en a à peu près dans toutes les régions de France. Si vous allez en Bretagne, vous en verrez à tous les carrefours, parce que justement, c'est un peu les poteaux indicateurs de l'époque, d'une certaine manière, les poteaux routiers de l'époque, les calvaires, c'est-à-dire les grands crucifix, les grandes croix en bois, qui sont disposés le long des routes et qui rappellent la présence forte du christianisme dans l'Occident médiéval. Et puis les petites chapelles dont je vous ai parlé déjà précédemment. Mais celui qui impose le plus sa marque, celui qui domine outrageusement le territoire, c'est quand même le Seigneur, depuis son château fort bien sûr, mais également depuis les terres, puisque toutes les terres cultivées, même celles cultivées par le paysan, sont des terres qui appartiennent au Seigneur. Il en reste l'unique propriétaire, et vous le verrez, parce qu'il est le propriétaire de l'ensemble des terres, le Seigneur fait pleuvoir des taxes, des impôts, des prélèvements en nature, c'est-à-dire en produits agricoles, en animaux, en nourriture, sur la tête des paysans. Il n'est pas jusqu'au bois, jusqu'aux forêts qui ne soient imprégnés de la marque de la domination du Seigneur, parce que qui dit bois dit chasse, or le Seigneur est le seul à posséder le droit de chasse. Tout paysan surpris à chasser dans ces bois sera puni, parce qu'il aura commis le délit de braconnage. Il se sera arrogé, il se sera accordé un droit auquel il n'a pas justement droit, puisque la chasse n'est pas un droit ouvert à tous, c'est un privilège réservé à quelques-uns, et par quelques-uns comprenez le Seigneur et ses proches. Et il est arrivé que des braconniers récidivistes, c'est-à-dire condamnés à plusieurs reprises pour avoir braconné, chassé des petits lapins, finissent pendus. Parce que justement,
L'autre élément du cartulaire qui montre la domination du seigneur sur les paysans, c'est l'élément sans doute le plus inquiétant, c'est le gibet. Le gibet posé au bord de la route pour que tout le monde puisse l'admirer, ce gibet, en fait le gibet, c'est la potence. C'est-à-dire que si le seigneur vous condamne à mort, vous serez pendu. J'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect un peu inquiétant des choses dans une autre séance. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Si vous avez des réactions, des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter par ma messagerie ENT. Bonne journée à vous!